Les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024. Ensemble, il était question qu'ils réussissent à trouver une solution face à la dévaluation qui planait au-dessus de la tête de ces différents États. À la fin de cette réunion, il ressort qu'il n'y aura pas d'évaluation, mais il n'y aura pas non plus de nouvelle monnaie. Le communiqué final a été publié quelques heures après cette réunion. En tout cas, on en parlera dans le cadre de ce programme Regard panafricain. On reviendra sur cette réunion qui a donné lieu à plusieurs déclarations et annonces. Nous en parlerons avec notre invité, mais nous discuterons aussi de la situation en Afrique de l'Est avec le Rwanda et la RDC qui n'arrivent toujours pas à s'entendre. Une réunion tripartite était prévue en Angola. Le Rwanda a désisté à la dernière minute. Excuse donnée à la République démocratique du Congo par la voix de son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, refuse de discuter avec le M23 et pourtant cette mention figurait parmi les remarques ou encore les propositions faites par le Rwanda. On en parle de ces deux sujets brûlants en Afrique centrale et en Afrique de l'Est dans ce programme Regard panafricain qui reçoit André Christelle Fanga, directeur de publication et analyste bien habitué de nos plateaux et studios For You Télévision et For You Radio. Merci d'être là, André Christelle. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, madame. Ravi de partager ce studio avec vous. C'est toujours une immense joie et un plaisir renouvelé d'être là à côté de votre équipe technique qui travaille d'arrache-pied justement pour que nous puissions être vus, entendus sur toutes les plateformes de For You Africa. Merci de l'amitié que vous faites à ma modeste personne pour discuter des questions extrêmement importantes, n'est-ce pas, de notre continent et d'informer et d'apporter une grille de lecture sur les sujets que vous aimez bien mettre à l'ordre du jour pour que nous analysons. Laissez-moi vous féliciter, j'ai vu une publication sur Facebook. Il paraît qu'il y a un magazine très sérieux qui a parlé de Regard panafricain. Effectivement. Et de la modeste présentatrice que vous êtes. Je tiens à vous féliciter. Merci. Pour ce travail que vous faites au quotidien pour éveiller les consciences, pour informer les Africains et les Camerounais en particulier. C'est toujours un plaisir d'être assis à côté des personnes qui font l'actualité et que les autres remarquent cela et font des articles comme j'ai lu dans ce magazine-là. Donc félicitations à vous. Et je crois que ce n'est pas le président Serge Espoir Matomba qui m'en démentirait, n'est-ce pas, qu'il a créé un instrument de pouvoir, parce qu'on dit souvent que le média ou bien la communication est le quatrième pouvoir, mais je pense que c'est mal classé la presse. La presse ou la communication est un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir apporte toujours en lumière, c'est souvent la voix des sans-voix, c'est souvent, n'est-ce pas, ce qui n'a pas été dit qui est dit, c'est ce qui était caché que la presse doit révéler. C'est quand le train arrive en retard à la gare que c'est l'information. Mais quand il arrive à l'heure, ce n'est plus une information. C'est la routine. C'est la routine. Donc, véritablement, que le président Serge Espoir Matomba soit salué pour cet instrument, n'est-ce pas, de contre-pouvoir qu'il a bien voulu mettre en place. Ça fait des années que l'aventure dure et beaucoup de courage à cette jeune équipe qui travaille d'arrache-pied pour justement informer de nombreux Africains, informer le reste du monde, informer, n'est-ce pas, la galaxie panafricaine sur les sujets dont vous mettez à l'ordre du jour. Merci, merci infiniment à vous, André Christelle Fanga, pour cette reconnaissance et encore pour votre présence. Eh bien, nous démarrons les hostilités, vous le disiez tout à l'heure en off, juste après cette transition. Bien sûr. I'm free.
Merci à tous de nous regarder et de nous écouter sur For You Media Africa. Vous nous recevez à travers les ondes de la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine, mais aussi vous nous regardez sur For You Télévision et nos différentes plateformes Internet For You Media Africa. Nous parlons avec vous, André Christelle Fanga, de cette réunion d'urgence qui s'est tenue à Yaoundé le 16 décembre 2024. Il était question pour les chefs d'État de tabler sur une possible menace de dévaluation du franc CFA. Eh bien, finalement, elle n'a pas eu lieu, cette dévaluation du franc CFA, qui était incitée par les pressions du Fonds monétaire international, mais aussi par les pressions de Paris. Finalement, les chefs d'État ont peut-être tenu tête à ces pressions. C'est ce que vous direz, André Christelle Fanga, au sortir de cette réunion extraordinaire, de ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale qui s'est tenu à Yaoundé et qui a vu la participation du président équato-guinéen, du président camerounais, du président de la République centrafricaine et les représentants du Tchad et du Congo. Madame Bégoudé, je ne dirais pas que c'est une tenir tête, mais je pense qu'aujourd'hui la pression est tellement forte qu'un sommet extraordinaire a été organisé. Et comme la pression est tellement forte, ça veut dire que il y a eu des gages qui ont été donnés, n'est-ce pas, à ces bailleurs de fonds. Les gages ont été donnés parce que les chefs d'État avaient sur la table des sujets qui étaient extrêmement graves. Par exemple, nous savons que l'augmentation du carburant fait partir, n'est-ce pas, parce que l'une des choses, c'est qu'on doit enlever les subventions étatiques sur le prix du carburant. Et vous imaginez que dès qu'on enlève la subvention étatique, parce que le FMI dit par exemple qu'il faut enlever ces subventions sur certains produits parce que il y a la malgouvernance, il y a les problèmes économiques, il y a les appuis budgétaires qui ne, n'est-ce pas, qu'on envoie à ces États-là qui ne permettent pas la construction ou bien l'avancée de certains projets au niveau de ces États-là. Donc, il faut enlever cette subvention sur les carburants et qui va emmener le prix du carburant peut-être au Cameroun à 1000 quelque chose de francs. En Guinée équatoriale, au Tchad, un peu de partout, ça va connaître une inflation. Et vous savez tous que dès que le prix du carburant monte, c'est toute la chaîne qui flambe. C'est-à-dire les transports, les denrées alimentaires, en fait, toute la chaîne, que ça soit industrielle et tout le reste, finalement, est bienvenue la vie chère et bienvenue aussi peut-être des désordres, bien les émeutes et tout le reste. Parce que nous connaissons qu'en 2008, il y a eu des émeutes de la faim au Cameroun, parce qu'il y avait eu une augmentation de carburant, il y avait eu plein de choses et que la vie était devenue très chère. Donc, les Camerounais sont descendus, par exemple, dans la rue. Donc, vous voyez qu'il y a des injonctions, n'est-ce pas, du FMI et de la Banque mondiale, parce qu'ils étaient ils ont intervenu durant ces réunions-là. Le représentant, n'est-ce pas, de la Banque mondiale a pris la parole, comment appeler ça, la Banque mondiale, oui, FMI aussi, Fonds monétaire international aussi a pris la parole. Donc vous voyez que ces deux institutions qui mènent le bateau, les institutions de Bretton Woods, sont ces institutions-là qui mènent la danse économique dans le monde. Et sachant qu'aujourd'hui la situation économique dans le monde est chaotique parce que le roi dollar est en train de mourir de sa belle mort, alors il faut trouver des stratégies comment faire vivre le roi dollar. Et ce roi dollar-là, il passe par justement à baisser le cours des matières premières pour que, parce que justement le communiqué, n'est-ce pas, des chefs d'État l'annonce, il dit que bon, en matière de ressources, de matières premières et tout ça, le marché n'est pas, en fait, les prix ne seront pas abordables d'ici peu. Vous voyez un peu les prix, en fait, ça va chuter.
il y aura la chute des prix. Donc, on ne pourra pas compter sur les matières premières pour soutenir, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à subventionner les différents éléments ou bien à soutenir l'économie comme il le faut. Et donc, il faudra toujours aller vers la Banque mondiale ou le FMI pour justement demander des prêts. Et donc, vous voyez que le roi dollar qui est en train de souffrir, est en agonie. Le roi dollar est en agonie, alors il faut trouver des palliatifs, il faut trouver des éléments qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de vivre, ou bien de survivre, ou bien de ne pas mourir tout de suite. Parce que ce qui est sur le roi dollar finira par mourir. Et les signes cliniques de sa mort sont déjà présents. Et donc, tout ce que la Banque mondiale et le FMI vont faire pour justement essayer de maintenir le rythme, n'est-ce pas, économique mondial et surtout en Afrique, alors cela sera vain parce qu'en réalité, on finira par sortir, du franc CFA et de créer une monnaie. Oui. On finira par créer un nouveau système de financement ou bien d'autofinancement. D'ailleurs, les États comme de l'AES nous démontrent déjà que l'économie peut bien se porter sans avoir besoin de l'aide, n'est-ce pas, du FMI et de la Banque mondiale en allant chercher leurs prêts souvent astronomiques. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas une résistance, mais c'est juste un ajournement. C'est, comment dire ça, ajournement après ajournement, on peut encore dire. C'est juste une question de temps. C'est juste un tout petit report. Un petit report, okay. Un différé. Et ce qui est sûr, ça c'est le communiqué officiel. Attendez, si les mesures dites, édictées, formulées par le FMI ne seront pas appliquées dès le début de l'année budgétaire. Parce que vous savez qu'à chaque année, il y a vous appelez ça quoi, l'année budgétaire, et cette année budgétaire là commence parfois en janvier, et donc après que l'Assemblée nationale ait voté, n'est-ce pas, que les différents budgets, les assemblées nationaux, parce que pas seulement du Cameroun, mais un peu partout ailleurs, les sessions parlementaires justement de fin d'année sont justement pour valider, n'est-ce pas, les budgets de fonctionnement ou bien d'investissement de certains États et de certains ministères. Donc, ne soyez pas surpris que dans les ajustements, n'est-ce pas, budgétaires de l'année prochaine, qu'on voit justement les injonctions du FMI être appliquées à la lettre ou bien trouver d'autres solutions palliatives qui vont satisfaire le FMI et la Banque mondiale. Donc, nous sommes véritablement dans une guerre et il faut véritablement aider nos États à sortir de ces griffes coudines du FMI et de la Banque mondiale. Merci André-Christelle Fanga pour cette première lecture. Et bien, dans le communiqué final, justement, concernant les matières premières, les produits pétroliers et tout, les présidents des États d'Afrique centrale ont invité le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale et tous les autres partenaires internationaux à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers. Ils ont réitéré l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque centrale et de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires, sans oublier d'inviter les institutions partenaires à prendre des mesures pour une gestion de l'exposition aux risques souverains conformément, enfin des institutions communautaires, pardon, conformément aux critères de la surveillance multilatérale. En tout cas, c'est quelques mesures qui ont été annoncées, quelques conclusions qui ont été annoncées dans cette déclaration finale. Il ressort en tout cas de ce sommet et de tout le traitement de l'information qui a été fait autour de cette actualité que le Fonds monétaire international, Paris, la Banque mondiale faisaient peser des pressions sur les États d'Afrique centrale, et dans leurs différents discours, ces pressions n'ont pas forcément été dénoncées, elles n'ont pas été critiquées, mais plutôt les partenaires entre guillemets internationaux dans le panier dans lequel on met le FMI, la Banque mondiale et puis Paris et autres partenaires n'ont cessé d'être appelés au soutien. Est-ce que finalement l'opinion panafricaine, l'opinion publique
ou du moins une certaine opinion, a raison, André-Christelle Fanga, de penser que la région Afrique centrale, la plupart du temps, est maîtresse des discours et absente au moment de l'implémentation et la concrétisation? Je pense qu'il faut véritablement travailler, n'est-ce pas, pour construire un narratif propre à la CEMAC. Parce que quand nous regardons rien que les prises d'opposition, les discours et tout ça, ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Des lendemains meilleurs, pourquoi? Parce que on est toujours là, en train de pleurnicher, en train d'appeler au secours, les partenaires bilatéraux, les partenaires, n'est-ce pas, traditionnels, comme ils aiment bien, les partenaires traditionnels, et tout ça. Et nous nous posons la question, mais jusqu'à quand ça va durer, n'est-ce pas, cette relation paternaliste, cette relation, je peux même dire incestueuse, n'est-ce pas, avec ce partenaire qui nous viole tous les jours, parce qu'il viole les principes de la démocratie, qui viole les principes économiques, qui viole tous les principes, n'est-ce pas, de bonne séance entre nous. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que l'ambassadeur de France était bel et bien, n'est-ce pas, à cette conférence-là. Et il est cité même dans le communiqué parce qu'il représentait l'État français. Il faisait partie des invités spéciaux. Donc, il n'était pas là seulement en tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas, mais il était là comme invité spécial, n'est-ce pas, à cette conférence représentant le gouvernement français. Et donc, si le gouvernement français est bien représenté, bien assis, ça veut dire qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qui ont été édictées par la France. Et si la France a édicté certaines choses, alors ça veut dire qu'il y a un problème grave. Et un problème grave parce que, voyant le démantèlement, par exemple, des bases militaires, n'est-ce pas, au Tchad, avec cette pression qui monte un peu de partout, la perte de la Centrafrique, bon, malgré qu'ils sont en train de revenir à petit trot avec, n'est-ce pas, les appuis budgétaires, avec les financements de aide publique au développement, avec des financements des élections, n'est-ce pas, législatives au niveau du Centrafrique. Donc, vous voyez qu'elle revient à petit trot comme ça, avec, n'est-ce pas, le Gabon aussi, qui est là, qui traîne les pieds, qui ne veut pas véritablement se décider si on est en révolution ou bien on est dans la continuité, n'est-ce pas, du système france-africain bongoliste. Vous voyez un peu, vous comprenez pourquoi je dis bongoïste, parce que c'est, n'est-ce pas, le même environnement, le même entourage, la même chose qui continue. Pardon. Donc, vous voyez que la France a toujours un mot à dire. Et nous, les panafricains, nous nous posons la question, est-ce que le ventre mou du panafricanisme, c'est en Afrique centrale? Alors que nous savons tous que les plus grands panélistes, les plus grands intervenants, les plus grands débatteurs, les plus grands analystes du domaine panafricain se trouvent par exemple dans la zone CEMAC. C'est-à-dire, c'est à partir par exemple du Cameroun que le discours panafricaniste a pris de l'ampleur sur le territoire africain. Et comment se fait-il que le panafricanisme qui produit des résultats extraordinaires dans les autres zones économiques, la CEDEAO par exemple, et que chez nous, en zone CEMAC, ça ne produit pas les mêmes fruits. Bon, on commence à voir quelques fruits aujourd'hui avec, n'est-ce pas, le panafricaniste engagé Mahamat Idriss Déby du Tchad, désormais maréchal, que je salue encore des deux mains et que je félicite, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, cette promotion au niveau de ce grade-là. Donc, honorifique, bien sûr. Donc, vous voyez que il y a des évolutions, mais à dents de scie. Aujourd'hui, en Centrafrique, ça fait... On dit, OK, on est sorti de l'ornière, mais on se retrouve encore à avoir ces appuis que je parlais tout à l'heure. Donc, véritablement, il y a un travail à faire, il y a un travail à construire et il y a des révolutions à faire, justement, dans notre zone CEMAC, parce que ça devient le ventre mou du panafricanisme. Et plus grave, c'est que c'est en zone CEMAC qu'on retrouve les plus vieux chefs d'État. Il faut le dire clairement, c'est là où on a des chefs d'État qui ont déjà plus de 30 ans de pouvoir. Ce n'est pas synonyme de sagesse pour vous?
Ben, écoutez, je pense que même la sagesse, à un moment donné, à sa date de péremption. Oui, on devient, au plus on vieillit, on devient aussi, n'est-ce pas, un peu troublé, surtout avec de hautes administrations comme les différents chefs d'État que nous connaissons tous au pouvoir, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo. Ils ont quand même chacun au moins 30 ans de pouvoir. Le plus petit a au moins 30 ans. Sassou Nguesso, par exemple, s'il est parmi les plus petits, parce qu'Obiang Nguema est déjà à 43 ans de pouvoir. Obiang Nguema, c'est le plus vieux, hein? C'est le premier à arriver au pouvoir parmi eux tous. Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, nous avons 42 ans au Cameroun. Donc vous voyez que malgré tout ça, et même quand vous regardez leur état de santé, si vous avez regardé le sommet, c'était pas quand même la grande forme des deux chefs d'État, les doyens. Vous n'avez vu que les chefs d'État? Ben écoutez, je pense qu'il y avait les représentants de certains chefs d'État qui étaient là. Et même dans la salle, il y avait trop de gens qui avaient sommeil. Ben, on a les images. Malheureusement, je regardais ça sur la chaîne PRC TV, la chaîne même de la présidence de la République. Ben, comme ils ne savent pas faire le jeu des caméras, ils étaient parfois obligés de montrer le président Ayang Luc complètement abattu. Ayang Luc, c'est le président du Conseil économique et social du Cameroun. Ça fait 40 ans qu'il est là-bas. On voyait comment Kava Yégué Djibril n'arrivait plus à avancer, ne marchait plus. On voyait comment le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, ça n'allait pas. Même le ministre de l'administration territoriale, qu'on pensait qu'il est très vigoureux, mais lui-même, le sommeil l'avait emporté. Donc, il s'était nombreux comme ça. Si on regardait toute la bande des ministres, vraiment, c'était le sommeil un peu de partout. Donc, vous comprenez que malgré que le sommeil était extraordinaire, il n'y avait rien d'extraordinaire. Rien de nouveau n'est sorti de là. Parce qu'en réalité, on se posait la question que, est-ce que la dévaluation qui était justement à l'ordre du jour allait avoir lieu? Est-ce que les décisions de sortie, par exemple, du franc CFA allaient se décider à Yaoundé? Est-ce que on devait justement rompre certains accords avec la France? Est-ce que la CEMAC allait décider de rompre certains accords? Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'attentes de ce sommet qu'on disait extraordinaire, alors qu'en réalité, beaucoup de choses. D'ailleurs, pourquoi ça a été convoqué à Yaoundé? Parce qu'il faut se poser cette question aussi. Parce que le président en exercice, quand même, c'est le président du Centrafrique, le professeur Archange Touadéra. Et ce n'est pas le professeur Archange Touadéra qui est convoqué premièrement à la réunion. Bon, on a formulé comme ça que, bon, sous l'invitation du président en exercice et du président Paul Biya, vous voyez un peu, ça a été formulé comme ça. Mais en réalité, c'est Yaoundé qui a justement convoqué la réunion, et parfois même le président en exercice était obligé de marcher parce qu'en réalité, c'était une injonction qui venait de loin pour dire qu'il faut tout faire pour que vous augmentez les prix, n'est-ce pas, du carburant, en fait, de certains produits. Il faut enlever la subvention parce que la plupart de cette subvention-là, c'est l'argent venu de l'extérieur de la Banque mondiale, en fait, des prêts. Donc, pour que votre économie, on continue à soutenir votre économie, il ne faut plus que cet argent-là serve. En fait, la France est en train de dire, il ne faut plus que vous souteniez la stabilité de vos États. Ce qui doit arriver, doit arriver. Parce que si on enlève ces subventions, vous imaginez ce que le prix du carburant, ça va amener l'inflation, et cette inflation va nous ramener les émeutes de la faim, et ça sera le désordre et le chaos total. Et je crois que c'est le projet tant souhaité par la France et ses bailleurs de fonds. Merci André Christelle Fanga. La zone CEMAC pleine d'enjeux, mais finalement sans enjeux, ou alors avec un manque de considération des réels enjeux de cette zone particulièrement. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Parce que vous avez posé, vous êtes en train de... d'aller quelque part, justement. Oui, allez-y, vous pouvez me barrer le chemin. Non, je vous barre par le chemin. Je saisis juste la balle au bon en disant, Madame Madone, les enjeux, de grands enjeux sont là. N'est-ce pas? Nous avons des enjeux qui doivent mettre hors d'état de nuire la France-Afrique. Nous avons des enjeux économiques
Oui. Nous avons des enjeux géopolitiques. Nous avons beaucoup d'enjeux. Et vous savez que nous sommes dans des périodes transitoires. C'est-à-dire, quand nous regardons la Guinée équatoriale, ce n'est plus pour longtemps, la transition. Quand nous regardons le Cameroun, ce n'est plus pour longtemps. Bon, au Congo, on ne sait pas encore, mais on sait déjà quand même que quelque chose se prépare. Donc, il faut absolument contrôler, n'est-ce pas, ces différentes transitions-là. Et il ne faut pas que les différents, peut-être protagonistes ou bien chefs qui vont arriver, n'est-ce pas, au pouvoir, puissent être des panafricains, des gens qui vont permettre, n'est-ce pas, que les enjeux dont on cite, c'est-à-dire les enjeux économiques, les enjeux géopolitiques, les enjeux panafricains, puissent s'établir en zone CEMAC, parce qu'il faut avoir le contrôle sur cela. Et voyant venir ce qui se passe au Tchad, peut-être, parce qu'au Tchad, c'est encore plus sérieux, c'est plus solide, les engagements sont vraiment clairs. Parce que prendre des postures comme celle-là aujourd'hui, n'est-ce pas, avec un président qui n'a pas 5 ans au pouvoir, qui est jeune et qui peut justement implémenter beaucoup de choses pour son pays. Alors, c'est cette crainte-là et cette peur-là que la France ou bien les Occidentaux veulent anticiper en contrôlant, n'est-ce pas, la zone CEMAC avec justement les transitions qui s'approchent véritablement. Donc, il faut véritablement contrôler ces choses-là. Et donc, nous, les panafricains, les enjeux sont clairs. Il faut des panafricanistes au pouvoir dans la zone CEMAC. Il faut que nous prenions, n'est-ce pas, le destin de la zone CEMAC en main. Parce que la zone CEMAC est quand même un poumon extrêmement important, n'est-ce pas, de notre Afrique. Il faut véritablement que les choses que nous désirons, nous souhaitons, nous envions, ce que les pères fondateurs, n'est-ce pas, du panafricanisme, du nationalisme, ont travaillé justement, puissent éclore et produire des fruits aussi en zone CEMAC. Il faut que les prières que nous élevons et qui Dieu exauce au niveau en Afrique de l'Ouest, s'exauce aussi en zone CEMAC. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une posture où ça passe ou ça casse. Parce que là, il faut le voir clairement ainsi. Où aujourd'hui, la France veut justement provoquer, n'est-ce pas, la cassure. Et il faut que, parce que ce n'est que dans, c'est les sapeurs-pompiers pyromanes, vous le savez bien, que c'est quand ils allument le feu qu'ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de courir pour venir éteindre. Et quand ils viennent éteindre, ils en profitent pour le pillage et de régler, n'est-ce pas, certaines situations à leur faveur. Parce que là, ils ont le contrôle sur tout ce qui, n'est-ce pas, parce qu'ils ont les moyens pour ça, de contrôler, n'est-ce pas, les différents camps. Donc, véritablement, les enjeux sont là et clairement, nous, panafricains, nous, citoyens camerounais, centrafricains, tchadiens et tout le reste, là, nous devons, sémaciens en général, c'est-à-dire les ressortissants de la CEMAC, les sémaciens doivent justement comprendre que la zone CEMAC est un poumon extrêmement important pour le développement de l'Afrique et il faut que les panafricains s'engagent justement à libérer, n'est-ce pas, cette zone CEMAC, n'est-ce pas, du joug colonial, du joug néocolonialiste, du joug, n'est-ce pas, des mondialistes et de cette France qui continue à avoir la main mise grandement sur les différents acteurs politiques de notre zone CEMAC. Eh bien, merci André Christelle Fanga pour la lecture concernant cette actualité, notamment autour du sommet extraordinaire qui a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun particulièrement, et qui a réuni les chefs d'État d'Afrique centrale autour de plusieurs questions, avait-on annoncé. Et finalement, on ressort de ce sommet avec 2 grandes nouvelles, pas de d'évaluation, mais pas de projet de nouvelle monnaie à l'horizon. Ce sera donc pour plus tard, finalement. Merci André Christelle Fanga. De l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est, à présent, nous parlons du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'un des présidents que vous aimez à soutenir en Afrique, se retrouve dos au mur avec l'insécurité dans la partie est de son pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.
On doit dire que le Rwanda, la République démocratique du Congo, était attendu à Luanda et avant même que ce sommet n'ait eu lieu, l'accord de paix a été avorté à cause de l'absence du Rwanda à cette réunion tripartite. Le Rwanda estime que la République démocratique du Congo, notamment le gouvernement représenté par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait définitivement penser à négocier, à discuter, dialoguer avec le M23, ce que refuse totalement la République démocratique du Congo, et donc le conflit se poursuivra. L'accord de paix a été avorté, il n'y a toujours pas de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est-il dans un sable mouvant avec son voisin rwandais Paul Kagame? Madame Begoudé, c'est un sujet que nous avons longtemps débattu ici. Oui. Et je pense que je soutiens la RDC, je soutiens le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui. Mais je commence à désespérer de lui. Je commence à désespérer de lui parce que là où il faut prendre de vraies décisions, il n'en prend pas. Et c'est normal. Comment on veut vous faire discuter avec votre agresseur? C'est-à-dire quelqu'un viole vos femmes, il viole vos enfants, il fait tout le désordre et vous avez les moyens de le traduire en justice, vous avez les moyens de l'arrêter, vous avez les moyens, n'est-ce pas, de le punir, mais vous criez seulement, vous commencez à crier sur tous les toits, oh non, on m'agresse, on fait ceci, on torture ma famille, on pille ma maison, on fait ceci, on fait cela, et vous n'agissez pas. Je pense qu'il faut véritablement qu'on se remette nous-mêmes en question. Et si pour qu'on se remette en question, il faut que la RDC choisisse le bon fil, tienne le bon bout de ce combat, de cette bataille. Parce que ce n'est que normal qu'il n'aille pas à cet accord, n'est-ce pas, à ces assises, où on devait avoir un accord ou des discussions ou bien... un accord de paix. Un accord de paix. Parce que simplement, on vous impose les termes de la discussion. Ou bien de ces accords-là, il faut d'abord que vous discutez avec les rebelles du M23. Alors, quel est le statut des rebelles du M23? Bon, c'est vous qui posez les questions et moi je réponds. Mais là, je me pose à moi-même la question. Le statut du M23, c'est lequel? Pour qu'on puisse avoir un accord de paix, il faut d'abord discuter avec le M23. Le M23, c'est un regroupement de rebelles, de bandits, d'assassins, de tueurs, qui, il faut punir, il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc, il n'y a aucune discussion possible avec le M23. C'est comme ça qu'on avait imposé Kabila père à Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutumbengu de discuter justement avec sa rébellion. Et c'est arrivé où c'est arrivé finalement, Mobutu a été inversé du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, la situation en RDC a besoin de force, a besoin d'un coup de force. Pas de négociation, pas de paix, d'accord de paix, a besoin d'une démonstration de force. Cette démonstration de force vous révélera véritablement qui sont derrière le M23. Parce que le M23 est comme Daesh, le M23 est comme Al-Qaïda, le M23 est comme ces organisations qui se trouvent, n'est-ce pas, dans la zone sahélienne, le MLA, quoi là encore, la Zawat, et toutes ces organisations-là. Donc, c'est des organisations terroristes rebelles. On n'en discute pas avec eux. On les bombarde comme le Mali a fait dernièrement lors de l'Assemblée générale, n'est-ce pas, de cette coalition de la Zawat, où on a su que vous êtes là, on vous bombarde. Et ils ont perdu près de 10 hommes, n'est-ce pas, influents de ce groupe-là, des leaders même. Donc, c'était la débandade totale. Voilà comment M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit traiter le M23. Pas seulement les bombarder avec les mots,
avec des beaux discours, ou bien bombarder Kagame avec, n'est-ce pas, des plaintes et des récriminations. Il faut véritablement que monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'est-ce pas, de la RDC, n'organise pas seulement les matchs pour la paix. Un match de football apporte la paix dans un pays. Mais, monsieur le Président, dites-nous, un match apporte la paix dans un pays? Non. Je pense qu'avec les moyens qu'on a organisé le match, faire les maillots et tout le reste là, il suffit juste de recruter beaucoup de militaires ou bien beaucoup de jeunes Congolais, les former et les envoyer contre le M23 et c'est terminé. Merci. Merci à vous, André Christelle Fanga. Eh bien, on rappelle que une certaine opinion panafricaine estime qu'il y a deux types de M23. Il y a le M23 des jeunes Congolais qui réclament la discussion avec le président Tshisekedi ou du moins avec le gouvernement afin de s'entendre sur certaines modalités. Il y a un autre M23, celui qui est typiquement formé et constitué de rebelles, d'assassins, de tueurs, de pilleurs, de violeurs, tout ce que vous savez à l'intérieur. Et donc, certains estiment aujourd'hui que le président Tshisekedi devrait baisser la garde pour prendre le temps de discerner le M23 entre guillemets patriotique et le M23 rebelle. Non, madame. Il n'y a pas de... Pour vous, il n'y a pas de catégorie de M23, attendez, il n'y a que des rebelles. Je voulais arriver à quelque chose. Oui. Il n'y a pas de terroristes modérés. Vous savez que c'est un terme très beau maintenant ces derniers temps. Effectivement. C'est le cas en Syrie d'ailleurs. Voilà, vous me comprenez, très vite même. Vous voyez un peu, il n'y a pas de terroristes modérés. D'ailleurs, on avait offert combien de millions de dollars pour celui qui est le leader de la Syrie, là maintenant, le rebelle là, que vous connaissez. Celui qui est à la tête de cette rébellion. Oui. Il était recherché mort au vif, avec une somme faramineuse à sa tête. Mais maintenant, le même Occident qui le recherchait et qui avait mis à zapper sa tête, le considère comme un tueur modéré. L'ONU envisage d'ailleurs de revoir le statut de du groupe rebelle qui a renversé le président Bachar al-Assad. On parle du HTC. Eh bien. Et donc, quand vous parlez du M23 congolais et du M23 typiquement en rébellion formé par le Rwanda et tout le reste, donc vous comprenez que, Madame Badon, il ne faut pas faire la différence entre les rébellions. Il ne faut pas faire les différences entre la rébellion, ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont pris, n'est-ce pas, la décision de détruire, n'est-ce pas, le Congo, de mettre en mal la République congolaise, de piller le Congo, de violer les Congolaises, n'est-ce pas, et les Congolais, de torturer à mort ces paisibles habitants et faire les déplacer, n'est-ce pas, en milliers, en millions aujourd'hui et depuis des décennies et des décennies. Donc, il n'y a pas de soi-disant... Il n'y a pas de gentils rebelles. Ou non, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Madame Madone Bégoudé, il faut que les gens arrêtent de considérer qu'il y a de bonnes rébellions et de mauvaises rébellions. Ce qui s'appelle rébellion s'appelle rébellion. Ce qui s'appelle voleur s'appelle voleur. Il n'y a pas de gentils voleurs. Même si vous tombez amoureux d'un voleur, sachez que c'est un voleur. Et un jour, il finira par vous voler. Peut-être voler votre cœur, je ne sais pas. Mais il finira par vous voler quelque chose parce que dans son ADN, c'est constitué de vol. Donc, madame, la situation en RDC est telle qu'il y a, que ce soit des Congolais qui sont dans le M23, tous sont classés à la même enseigne. C'est-à-dire, c'est des tueurs, c'est des violeurs, c'est tout ce que nous savons. Peu importe comment ils se comportent. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC a besoin de se débarrasser de ce groupe rebelle-là, de cette
forme de terrorisme qui sévit, la RDC est financée justement par des États voisins et extérieurs, parce qu'en réalité, les vrais financiers, n'est-ce pas, de ce M23 ne sont pas forcément le Rwanda, ne sont pas forcément l'Ouganda, ne sont pas le Burundi, mais ça vient de très loin. Nous savons tous qui sont les grands exploitants, n'est-ce pas, des ressources naturelles de la RDC, qui est un scandale géologique, un scandale minier, un scandale, n'est-ce pas, de matières premières. Donc, ils ne feront que actionner, activer, parce que quand même, ça fait plus d'une décennie que cette guerre, n'est-ce pas, au nord, pardon, à l'est de la RDC, ça perdure. Ça fait quand même, n'est-ce pas, l'ONU a déployé une mission, n'est-ce pas, de maintien de la paix, appelé MONUSCO, qui est là depuis au moins 30 ans aujourd'hui. Donc, vous voyez que ça ne date pas. Parfois, bon, on peut accuser Tshisekedi parce que il est habitué, il aime beaucoup les discours, mais il n'agit pas beaucoup. Il ne pose pas des actions qui permettent, n'est-ce pas, de voir clair dans cette situation-là. Mais nous savons tous que c'est une situation antérieure en lui, n'est-ce pas, et qui va perdurer parce qu'en réalité, il n'y a pas de bonnes décisions, de bons engagements. Si il fait exactement comme Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou bien le général Tchani, vous verrez que la situation va considérablement changer en RDC, parce que la plupart de ces rebelles-là se nourrissent, achètent les armes, achètent à cause de quoi? À cause des ressources naturelles qu'ils pillent et qui revendent, n'est-ce pas, au marché noir, et qui la base arrière, c'est le Rwanda qui recycle cela pour envoyer au marché, n'est-ce pas, planétaire, et qui a acheté, n'est-ce pas, que ce soit les diamants achetés en Angleterre, un peu aux États-Unis, l'or et tout ça, et tout le lithium et toutes ces matières premières là, le phosphate et tout ça, qui sont exploités allègrement, n'est-ce pas, par ces bandes rebelles et des sociétés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés américaines, françaises, italiennes et tout ça qui sont basées justement en RDC et qui exploitent justement ces ressources-là allègrement et protégées parfois par des bandes armées. Vous voyez que si vous luttez pour la libération d'un territoire, parce qu'en réalité, on veut la division. On veut que cette partie de ce territoire-là redevienne, ou bien devienne un État, ou bien n'est-ce pas, devient une partie rwandaise. C'est ça l'objectif de Kagame, parce qu'il dit que cette partie du pays-là l'appartient. Vous voyez un peu, appartient au Rwanda, alors que ça n'a rien à voir. En fait, on veut la RDC est un grand éléphant qu'il faut dépecer. Il faut essayer de prendre chacun un morceau, comme on est en train de faire avec la Syrie aujourd'hui. Vous voyez que la Syrie est en 1000 morceaux. Chacun a son petit morceau. Le Golan appartient déjà à Israël. Ils ont déjà dit que ça, c'est pour eux. La Turquie a déjà pris une bonne partie. En fait, ils sont en train de se partager. Et c'est la logique du monde aujourd'hui. Surtout le monde unipolaire. En train de... Vous savez, j'avais dit une fois, les États-Unis ne vivent que de la guerre. Ils doivent créer la guerre un peu de partout pour essayer d'exister. C'est pour ça que leur agent le plus fidèle, M. Paul Kagame, agent de la CIA, doit justement s'aimer la guerre en RDC pour davantage vivre, parce que après que la France ait commis des génocides, n'est-ce pas, au Rwanda, pour exploiter aussi les ressources, n'est-ce pas, les peu de ressources qu'il y avait. Maintenant, il faut davantage créer la guerre en RDC pour davantage exploiter la RDC. En 2023, le président Paul Kagame rappelait à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les frontières dont celui-ci se vantait étaient des frontières héritées de la colonisation. Alors, celui-ci proposait que les pays africains, notamment à l'est de l'Afrique, réussissent à s'entendre sur la réévaluation des frontières. Est-ce que ceci fait partie des solutions pour régler la question à l'est de la RDC, ou alors il faut forcément cette démonstration de force? Et s'il faut une démonstration de force, mais de quelle force est-ce qu'on parle, André Christelle Franga, quand la République démocratique du Congo ne compte que sur ses FARDC et décide de proroger encore le mandat de la MONUSCO sur son territoire alors que le départ avait déjà été demandé? Madame Begoudé, il faut comprendre une chose, ce n'est pas la solution, la répartition, ou bien, je parlais de ça tout à l'heure, vers la chute, n'est-ce pas? Oui. Kagame réclame une partie de la RDC comme si c'était son territoire. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redéfinir l'Afrique. Parce que le problème de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a été un pays qui a fait l'objet de la conférence de Berlin.
La conférence de Berlin de 1884, n'est-ce pas, 1985, c'était justement dans la logique de partager la RDC qui était un géant. Parce que la plupart, les dérivés, le Rwanda est un dérivé de la RDC, le Burundi, l'Ouganda et tous ces pays-là sont les dérivés, vous voyez un peu, du Grand Congo. Que ça soit l'autre Congo, Congo-Brazza, que ça soit, n'est-ce pas, c'est le Grand Congo. Ils viennent du fleuve, c'est le fleuve, le Grand Congo. Alors, vous imaginez un pays qui a un fleuve capable de donner l'énergie à toute l'Afrique? Ça veut dire que c'est une mastodonte. Pour qu'un fleuve comme celui-là puisse avoir toute son énergie, toute sa puissance, parce que l'énergie que nous voulons tirer de ce fleuve-là, c'est une puissance qui ne vient pas, qui vient de la nature. Et donc, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, l'accumulation des forces qui produit cette énergie. Et donc, la RDC aujourd'hui fait l'objet, n'est-ce pas, d'étouffement. L'étouffement parce qu'il faut pas que cette énergie, que ce soit l'énergie spirituelle, que ce soit l'énergie cosmique, que ce soit l'énergie naturelle, n'est-ce pas, puisse servir à l'émancipation de l'Afrique. C'est pour ça que des agents sataniques comme M. Kagame ne peuvent que, n'est-ce pas, réclamer un bout de terre pour essayer de, en fait, pour saucissonner davantage, n'est-ce pas, ce grand territoire, cette grande force africaine. Parce que la RDC, si elle est divisée, alors elle ne peut pas produire ce qu'il faut véritablement pour l'Afrique. Je pense que il peut y avoir une solution, par exemple, des assises, en disant, ok, nous redevenons par exemple une fédération. Ça peut encore se comprendre. C'est-à-dire la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qui est encore le pays le plus proche là. Bon, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On fait une fédération. Vous voyez que ça devient intéressant. Et ça règle beaucoup de problèmes. Alors là, mais comment on sait que s'il y a unité, en fait, la force se trouve dans l'unité. Nous le savons tous, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une ville, dans un pays. La force se trouve dans l'unité. Et si vous êtes unis, vous devenez une force. Et cette force-là fait peur, n'est-ce pas, à ceux qui se disent les plus forts. Parce que ils n'auront plus la possibilité de vous dominer, de vous dicter les lois. Donc, il faut véritablement réfléchir à autre chose et non à ce qu'il y ait une entente pour la redéfinition ou bien des frontières. Les frontières, oui. Si c'est les frontières tracées par le colon, nous sommes tous d'accord. C'est le colon qui a tracé, n'est-ce pas, qui a mis les frontières. Nous sommes tous d'accord. Mais s'il faut revenir aux tracés ancestraux, nous savons tous que ce n'est pas le colon qui nous avait donné ces tracés-là, c'est la nature elle-même qui nous avait donné ces tracés-là, n'est-ce pas? Parce que quand nous nous retrouvons à partir des fleuves, n'est-ce pas, nous pouvons avoir les délimitations, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, des grands empires qui ont été là dans les temps anciens et qui regroupaient beaucoup de pays. Et donc, parler aujourd'hui des États, des micro-États comme nous les avons là, c'est juste que le colon a profité de nos faiblesses pour mieux nous diviser. Et comme c'est la loi de Machiavel qui règne en Occident, il l'applique chez nous et finalement on se retrouve chacun de son côté. L'autre dit qu'il est burundais, l'autre dit qu'il est ougandais, l'autre dit qu'il est rwandais, l'autre dit qu'il est congolais. Et donc finalement vous allez retrouver que c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples un peu de partout. Mais finalement, ils sont divisés à cause de quoi? À cause de ce que le blanc sait que divisé, vous êtes faible, unis, vous êtes fort. Alors, il préfère vous diviser pour que vous ne regardez pas dans la même direction, mais que vous, les égos surdimensionnés, continuez à faire régner la loi, n'est-ce pas, du colon. Merci André Christelle Fanga. Et concernant la question de la démonstration de force, sur quelle force est-ce que la République démocratique du Congo peut réellement s'appuyer? Faut-il penser à faire à nouveau confiance à la force de l'EAC, par exemple, qui était venue en support, en renfort? Faut-il penser
aux forces de l'AES qui malheureusement sont déjà sur plusieurs fronts également. Faut-il penser aux forces au sein de la CEMAC, au Cameroun, au Tchad par exemple, qui eux aussi sont sur plusieurs fronts. Des partenaires étrangers comme la Russie qui elle aussi est sur plusieurs fronts avec la Syrie, l'Ukraine et autant d'autres champs de bataille. D'où viendra cette force de la République démocratique du Congo? Je vais proposer une solution, Madame Madone Begoudé, qui est si simple. Recrutement de 2 millions de Congolais, de jeunes Congolais. Le Congo est à près de 100 millions d'habitants. Et vous savez que le ratio, quand dans 100 millions d'habitants, les populations jeunes sont généralement à 60%. Et donc, quand vous avez 60% de jeunes qui sont en plein dans le chômage, qui n'ont pas de débouchés, qui sont devenus que des danseurs, des chanteurs, des sapeurs, et j'en passe, des touristes, des gens qui vont s'aventurer, n'est-ce pas, dans les déserts et les mers. Quand vous avez une jeunesse aussi active, aussi brillante, aussi forte et désœuvrée, qu'est-ce que vous faites? Vous les créez les moyens, n'est-ce pas, de se défendre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parlait de la zone CEMAC, qu'il faut un réarmement, n'est-ce pas, moral. Il faut réajuster le potentiel de la plupart de nos jeunes et de la plupart des leaders pour que nous puissions affronter les enjeux et les défis qui sont au-devant de nous. La RDC peut résoudre ce problème en moins d'1 an. C'est-à-dire, vous recrutez 2 millions de Congolais, vous les faites former, bon, disons, vous allez dire que la Russie est très, très occupée, n'est-ce pas? Sur plusieurs fronts. Oui, vous partez en Corée, chez notre ami Kim Jong-un, vous lui demandez des hommes pour venir former les Congolais pour la bataille contre le M23. Bon, si c'est trop compliqué là-bas, vous cherchez un autre pays. La Turquie, par exemple, peut. Vous voyez, il y a des partenaires qui peuvent accompagner, n'est-ce pas, la RDC. Mais pourquoi même ne pas me venir même au Cameroun avec les MIA? Les MIA qui est une force de formation extrêmement importante pour l'Afrique. Et bon, pour dire que, ok, les MIA, bon, laissons les MIA parce que c'est les officiers, n'est-ce pas, les sous-officiers qui sont formés là-bas. Maintenant, vous prenez, n'est-ce pas, le BIR. Le BIR, vous dites au BIR, formez-moi ces 2 millions de Congolais. Je suis sûr qu'en 6 mois, ils seront aptes et vont botter hors d'état de nuire le M23 en moins de 3 mois. Vous imaginez 2 millions de Congolais déversés à l'Est, ce que ça va produire comme résultat. Première des choses, ça va produire l'occupation du sol. Parce que la première des choses, c'est que quand il y a exode, quand il y a déplacement des populations, ça laisse le champ libre, n'est-ce pas, aux rébellions d'avancer. Parce qu'il faut toujours avoir une jonction entre les forces de défense et les populations. La plupart des guerres sont gagnées justement en coalition entre les forces de défense et les populations. Mais quand vous avez des millions de populations qui se déplacent, vous attendez à quoi? Ça reste du désert, les villages sont complètement désertiques. Alors, il n'y a pas de résistance, il n'y a que l'armée. Et finalement, l'armée, parfois même, n'arrive même pas souvent parce que ne connaissant pas bien souvent les lieux, parce que pour que vous puissiez remporter une bataille dans un secteur, il faut des indices, il faut l'accord des populations, il faut l'apport des populations pour vous amener justement à produire des résultats concrets. Donc, vous voyez qu'en RDC, la solution est simple, c'est le déploiement de force, il faut compter sur soi-même. Sur soi-même avec ses propres moyens, avec ses propres forces. Si vous n'avez pas les moyens de former ou bien de payer les salaires, vous dites ok, vous libérez le territoire, vous exploitez le territoire pendant 10 ans. Ce n'est pas une solution. C'est-à-dire, si vous avez pris pour partenaire, par exemple, la Russie, ou la Turquie, ou l'Iran, ou la Corée, vous dites, bon, ok, si vous nous aidez à libérer cet espace, vous exploitez
telle matière parce que là, maintenant, on fait les indices. On sait que le potentiel minier de l'Est du Nord Kivu, n'est-ce pas, c'est tant, matière d'or, en matière d'or, en matière d'or, en matière de diamant, en matière de lithium, phosphate, cobalt, nickel et ceci. Donc, vous n'exploitez que l'or, ou le diamant, ou le nickel, ou le phosphate, ou le lithium, ou ceci, pendant 10 ans. Le reste des ressources, là, vous les payez normalement comme il faut. Et ça va faire vivre l'État central pour qu'il paye les salaires aux militaires, n'est-ce pas, aux 2 millions qui ont été recrutés, et sans compter maintenant l'État central qui sera aussi approvisionné. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a des solutions concrètes qui peuvent être appliquées jusqu'à obtenir des résultats finaux. Donc, M. Tshisekedi n'a qu'à prendre la bonne décision au lieu de pleurnicher. Merci André Christelle Fanga. Regard panafricain va s'achever sous ces paroles. Ce sont donc ces propos qui vont venir sanctionner cette émission. Merci pour votre point de vue apporté, surtout sur un sujet qui vous tient tant à cœur, le sujet de la République démocratique du Congo et de l'insécurité qui continue d'avoir pignon sur rue, n'est-ce pas, à l'est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu des conseils particuliers de vous. La solution est simple, il faut l'implémenter. Nous avons parlé avec vous aussi de ce sommet CEMAC extraordinaire qui s'est tenu à Yaoundé, dont les dernières décisions nous font comprendre qu'il n'y aura pas de dévaluation sur la monnaie franc CFA Afrique centrale finalement, tel que cela avait été même pas changement de monnaie. Il n'y aura pas de nouvelle monnaie, cela n'est pas à l'ordre du jour, ça ne fait pas partie des projets à court, à moyen terme de la CEMAC pour l'instant. Merci à vous André Christelle Fanga, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci également à Kelly qui était à la mise en onde de ce programme, derrière les caméras également. On vous remercie, vous qui nous avez écoutés et regardés sur For You Media Africa. Restez en compagnie de notre radio panafricaine car l'information et les émissions se poursuivent. Au revoir Yaoundé.